Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire juridique dédié aux praticiens de santé naturelle. Alors, praticien de santé naturelle, on pourrait aussi vous appeler d'une autre manière, hein, ça peut être praticien de santé de médecine non conventionnelle, donc ça vise les naturopathes, les réflexologues, les kinésiologues, les énergéticiens. Alors, dites-nous, n'hésitez pas dans le chat à nous dire quelles activités vous avez, parce que toutes ces activités de médecine non conventionnelle, moi j'aime bien vous appeler les praticiens de santé naturelle, mais c'est bien de savoir si vous êtes plutôt naturopathe ou réflexologue, parce que chaque activité a un peu sa spécificité. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire quelles sont vos activités. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire juridique consacré aux praticiens de santé naturelle. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer le support. Et aujourd'hui, on va vous parler, enfin je vais vous parler, mais j'ai demandé à Elodius, que vous connaissez probablement, mais qui va se présenter dans un instant, on va vous parler de droit de 2 documents juridiques très importants à avoir quand on est praticien et qui seront destinés à vos clients. Avant de parler en détail et de vous présenter ces 2 documents juridiques, je vais peut-être me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Élise Guillaudis, je suis avocate. J'exerce du côté de Grenoble depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Mon cœur de métier, c'est le droit du numérique, le droit de l'Internet. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, je consacre une bonne partie de mon temps à aider les praticiens de santé naturelle à mieux se sécuriser au plan juridique. Parce que c'est vrai que le droit est un univers globalement assez hermétique, assez complexe à appréhender. Et c'est vrai que pour les praticiens de santé naturelle, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec eux à essayer de les aider à mieux se sécuriser. Je vais te passer la parole, Elodie, parce que je t'ai demandé de participer à ce webinaire. Tu fais partie de mes partenaires chouchous. Alors, présente-toi pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui. Elodie qui va donc participer à ce webinaire et puis qui va m'aider à animer le chat, hein, parce que ça aussi, c'est un point important. Oui. Oui, et puis il y a beaucoup de personnes là qui notent dans le chat, donc c'est super. Merci de préciser vos métiers, etc. C'est cool. Ben oui, merci Élise de m'avoir invitée à ce webinaire aujourd'hui. Ben, pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de participer avec toi. Je suis praticienne en hygiène de vie et naturopathie. Je suis cofondatrice de la boîte Naturo. Et donc, j'ai créé le logiciel de gestion Jupiter et la plateforme monproduitbienêtre.fr. En fait, moi, je suis une professionnelle du bien-être et je suis passée par toutes les problématiques quand j'ai voulu me lancer en tant que telle. Et donc, c'est à cause de mes débours, on va dire, que j'ai décidé de développer un logiciel et une plateforme qui permettent notamment de respecter le RGPD parce que tu me contreradis pas, Élise, c'est vraiment un gros morceau, le RGPD pour les professionnels du bien-être. Ça peut faire peur. Donc voilà, d'avoir un logiciel comme ça qui les accompagne et une plateforme qui respecte le RGPD, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Et donc, voilà, et donc c'est vrai que ma mission, enfin la mission de la boîte Naturo, elle est assez proche de la tienne, Élise, puisque c'est aussi d'accompagner, d'aider les professionnels du bien-être en leur donnant des outils et des conseils qui leur permettront de vivre sereinement leur activité. Donc, de manière un peu plus large, bien sûr, le côté RGPD, mais tout ce qui est facturation, etc. Enfin, on le verra tout à l'heure. Et là, il y a déjà plus de 600 praticiens, du coup, qui nous font confiance et qui utilisent nos outils. Donc, il rend beaucoup de services. Ouais, c'est bravo, Elodie, hein, pour tout ce que tu fais, parce que tu me disais hier que Jupiter était né pendant le Covid, au début du Covid, et je vois que ta société a vraiment beaucoup évolué dans le bon sens et qu'il y a de plus en plus de praticiens qui te font confiance. Et tu as raison, on a des solutions qui sont complémentaires. Moi, j'accompagne les praticiens sur la partie juridique et toi, tu les aides au niveau logiciel à mieux gérer leurs relations avec leurs clients et de manière conforme au RGPD. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai confort. Alors, Élodie, ce que je te propose, c'est qu'on démarre plus en profondeur ce webinaire juridique. Et je vais commencer en introduction parce que peut-être que certains ne sont pas forcément conscients
du contexte actuel juridique. Mais c'est important de le savoir, c'est important de commencer par ça, je crois. Donc, pour moi, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est vrai que le praticien, il est face à un contexte d'insécurité juridique fort. Pourquoi? Vous n'avez pas des activités qui sont réglementées, d'accord? Vous êtes à la frontière du médical quand on fait de la naturopathie, quand on fait la réflexologie. On aide au bien-être, au mieux-être. On aide à rééquilibrer, par exemple, l'hygiène de vie, le bien-être global de la personne, mais on est quand même à la frontière du médical. Et comme vous savez, vos activités ne sont pas reconnues aujourd'hui en France, que ce soit au plan légal ou scientifique. Pour autant, ce n'est pas parce qu'officiellement, vous n'êtes pas reconnu officiellement qu'il n'y a pas des règles, des lois à respecter. Vous êtes des professionnels, vous vous adressez à des consommateurs. Et donc, à ce titre-là, les autorités vous demandent de respecter les règles. On a parlé du RGPD, on va en parler un petit peu plus en détail, mais aussi celle du Code de la consommation. D'accord? Donc, il y a ce contexte-là d'insécurité qui fait que, à la fois, vous n'êtes pas reconnu, mais pour autant, les autorités vous demandent de vous comporter comme des professionnels. Et puis, c'est vrai que si jamais vous êtes contrôlé par les autorités, eh bien, vous devrez démontrer que vous êtes, voilà, que vous avez montré patte blanche, que vous êtes conforme, vous avez mis en place les bonnes choses pour être conforme. Et c'est vrai que je parle d'insécurité forte parce que aujourd'hui, le marché de la santé naturelle est en forte augmentation. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à proposer des activités de bien-être, de mieux-être. Et il y a de plus en plus de consommateurs qui s'intéressent, qui viennent frapper à votre porte parce qu'ils ont besoin d'aller mieux. Donc, le marché global de la santé naturelle grandit. Et effectivement, il y a son lot de dérives, d'abus de certains praticiens, il faut bien le dire. Hein. Et donc, face à cela, eh bien, c'est vrai que les contrôles des autorités augmentent et les sanctions aussi avec. Donc, vous voyez parfois dans la presse des naturopathes, des praticiens qui se font, qui sont en difficulté, voire qui sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Donc voilà, il y a quand même un contexte d'insécurité juridique fort et c'est aussi pour ça que je fais ce webinaire, c'est parce que pour moi, c'est très important que vous preniez conscience de ce contexte et que vous mettiez en place les bonnes pratiques, les bons réflexes pour mieux vous sécuriser au plan juridique parce qu'il y a des solutions. Alors, avant justement de parler des documents juridiques, de solutions pour mieux vous mettre en conformité, tour d'horizon des principales sanctions. Je vous ai parlé à l'instant de l'exercice illégal de la médecine. Hein, c'est lorsque le praticien va se comporter, par exemple, comme un médecin en faisant un diagnostic, un traitement de maladie humaine. Si en effet, dans votre pratique, vous vous comportez comme un médecin alors que vous n'avez pas le diplôme, le titre de médecin, vous pouvez être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Alors, ça fait partie des cas extrêmes, évidemment, hein, et la grande majorité d'entre vous êtes bien conscients de la frontière qu'il y a avec le monde du médecin, le monde du médical. Mais voilà, sachez que dans le Code de la santé publique, on a quand même cette infraction qui est quand même là, qui est même présente. Hein. Et puis, il y a d'autres délits, d'autres infractions qui peuvent éventuellement être retenues, qui sont un petit peu moins connus et qui pour autant, par exemple, la pratique commerciale trompeuse, c'est une des infractions qui est la plus couramment prononcée, on va dire qu'elle est plus prononcée que l'exercice illégal de la médecine, c'est lorsque dans l'attitude, dans les écrits du praticien, eh bien, il va induire en erreur le consommateur potentiel ou le consommateur réel de ses aptitudes à le soigner, par exemple, sur ses compétences, sur ses titres. D'accord? Donc, voilà, il va falloir faire preuve de transparence et de loyauté pour éviter justement d'être mis en difficulté avec ces sanctions. Alors, il y en a d'autres, évidemment, de sanctions, mais je ne vais pas vous les passer en revue. Ce n'est pas l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous parler très précisément des documents juridiques qui sont, si j'arrive à passer mon support, voilà, les documents juridiques qui sont les conditions générales et la politique de protection des données personnelles, c'est 2 documents dont on va parler en détail. Alors, pour ceux qui nous écoutent ce matin, ils ont peut-être suivi la web-série que je les ai invités à regarder. C'est 5 vidéos courtes et gratuites qui permettent de revenir un petit peu plus en détail sur des choses que je vais aborder ce matin, mais de manière différente.
Donc, n'hésitez pas pour ceux qui considèrent que c'est peut-être, je suis allée peut-être un petit peu trop vite sur certaines notions, n'hésitez pas à voir ou à revoir ces vidéos d'information. Je vous ai mis le lien. Et toi, Elodie, si tu peux mettre le lien dans le chat, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont, je sais qu'elles sont très utiles pour certains praticiens. Alors, pourquoi des documents juridiques? Pourquoi je vais vous parler de documents juridiques? Finalement, à quoi ça sert ces documents juridiques? Première chose, ça va servir à donner à vos clients les informations légales obligatoires qui sont imposées par les lois. D'accord? Donc ça, je vais revenir en détail là-dessus parce que ça, c'est très important. Deuxième objectif, pourquoi des documents juridiques? Pour avoir un moyen de preuve si jamais vous avez un contrôle, un problème. Si demain, la DGCCRF, par exemple, vous contrôle, ce qui peut arriver, eh bien, vous pourrez démontrer que vous avez respecté vos obligations légales obligatoires à l'égard de vos clients. Et donc, évidemment, aussi, troisième objectif, c'est d'éviter les sanctions. À partir du moment où vous êtes en capacité de démontrer que vous avez rempli certaines de vos obligations légales, eh bien, vous pouvez être à l'abri de la plupart des sanctions. Donc, les documents juridiques, c'est important, ça augmente le niveau de sécurité juridique du praticien. Ça va aussi diminuer évidemment le risque de sanctions en cas de contrôle. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même le document juridique valorise aussi votre sérieux, votre professionnalisme. Et c'est aussi en ça que c'est important parce que le document va permettre, ça va être un peu le socle de confiance que vous allez instaurer avec vos clients. Donc, ça donne une image meilleure, je crois, du professionnel que vous êtes. Donc ça, c'est intéressant de le voir de cette manière. Alors, les deux réflexes à avoir à l'égard de vos clients, puisque là, on va parler des deux documents qui sont destinés à vos clients. Le premier réflexe, c'est donc de prévoir ces documents juridiques que je vais décrire, que je vais vous détailler, vous présenter dans un instant. Et puis, une fois qu'on aura ces documents juridiques, le deuxième réflexe, évidemment, c'est de les communiquer ou du moins de les mettre à disposition de vos clients avant les rendez-vous, d'accord? Et on ira même plus loin dans le webinaire, on vous dira que c'est quand même mieux d'aller jusqu'à l'acceptation, la signature, l'accord du client sur ces documents juridiques. Donc, si je reviens sur le premier réflexe et le premier document, on va parler des conditions générales du praticien, qui est le premier document important qu'il va falloir que vous ayez en tant que praticien. Alors, dans ces conditions générales, on va avoir des parties qui sont indispensables, qui sont vraiment les plus importantes. Il y en a 5, d'accord? Donc, je vais vous les présenter. Et puis, on verra qu'il y a d'autres parties qui sont importantes également, qui ne sont pas indispensables. Si vous ne les prévoyez pas, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Mais enfin, c'est quand même important de prévoir quand même des choses à ce niveau-là. Donc, on va aller sur les parties les plus importantes d'abord, les indispensables. Et en fait, ces 5 parties indispensables, eh bien, elles correspondent à 5 informations légales obligatoires qui sont prévues dans le Code de la consommation. Donc, une partie égale une information légale obligatoire. En fait, il faut voir comme ça votre document juridique. Donc, première partie du document, elle va être consacrée à votre identité. Donc, quand je parle de l'identité du praticien, je parle de l'identité complète, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, les informations relatives à votre entreprise ou votre société. Donc, c'est le numéro SIRET. Si vous êtes en société, c'est toutes les informations relatives à la société. C'est votre adresse officielle. Si vous avez une adresse secondaire, c'est aussi mettre l'adresse secondaire. Enfin, c'est votre numéro de téléphone. Voilà, toutes les informations relatives à votre identité. Et puis aussi par rapport à vos diplômes, enfin, j'ai envie de dire que le diplôme, ce n'est pas forcément le terme justement adapté, puisqu'il n'y a pas de diplôme d'État qui existe aujourd'hui sur les activités, par exemple, de naturopathie ou de réflexologie. Mais en tout cas, les formations que vous avez suivies, d'accord? Et si vous avez reçu je sais pas, un certificat école, enfin donc une attestation de formation, c'est bien de le préciser, je crois, dans les conditions générales. Donc, les informations relatives à vos titres, d'accord? En précisant bien que les titres que vous avez sont peut-être pas reconnus officiellement. Donc, par exemple, moi, dans les conditions générales, ce que je conseille, par exemple, pour un naturopathe, c'est de préciser qu'il a suivi un cursus de formation de naturopathie dans telle école, qu'il a reçu
une attestation de fin de formation ou un certificat école, mais que ce certificat ne vaut pas certification professionnelle, ne vaut pas diplôme d'État reconnu officiellement. Donc moi, je vais jusqu'à l'écrire dans les conditions générales pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que vos activités seraient officiellement reconnues. Donc ça, c'est très important, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être sur la nature des prestations que vous proposez. Donc là, c'est là où vous allez décrire vos activités de naturopathie, de réflexologie, de kinésiologie, d'énergétique, etc. Je vous conseille quand même d'être assez concis dans la manière de présenter vos activités, d'accord? Et de faire attention, évidemment, à la terminologie, d'accord? Donc, faites attention aux termes qui sont en général associés au médical. Donc, ne parlez pas de médecine, ne parlez pas de soins, ne parlez pas de patients, ne parlez pas de traitement. Voilà, mettez en avant le bien-être, le mieux-être. Mettez évidemment en avant le fait que vous proposez quelque chose qui est complémentaire au médical, que vous n'êtes pas sur quelque chose d'alternatif, d'accord, à la médecine, que vous ne faites pas de traitement ni de diagnostic de maladie humaine. Donc ça, c'est très important dans cette partie-là de prendre le temps d'écrire ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. D'accord? Et c'est vrai que c'est une partie sur laquelle moi, je passe pas mal de temps avec les praticiens, justement à les aider à voir comment, par rapport à leurs activités, comment se présenter officiellement. D'accord? Parce que des fois, les termes qu'on utilise ne sont pas adaptés et peuvent vous mettre en difficulté quand il y a un contrôle. Troisième partie très importante, c'est une partie qui concerne vos tarifs. D'accord? Donc, dans vos conditions générales, mais pas que dans vos conditions générales, hein, ça va être aussi sur votre site, dans vos locaux, il va falloir indiquer vos prix de manière claire et transparente. D'accord? Donc, si par exemple vous êtes soumis à la TVA, il va falloir que vous le précisiez. Si, je ne sais pas, vous avez prévu des frais éventuels de déplacement, dans certains cas, il va falloir que vous le précisiez aussi. Hein, il ne faut pas que la personne puisse découvrir après coup qu'il y a des frais qu'elle ne connaissait pas. Et puis, il va falloir que vous précisiez, par exemple, si le prix, c'est une séance qui dure 1 heure ou si c'est un prix qui englobe plusieurs séances. Voilà, il faut être vraiment complet et précis sur vos conditions tarifaires, d'accord? Et aussi sur les modalités de règlement. Donc, en général, ça, vous le faites assez bien. Est-ce que vous acceptez les espèces, les chèques, les virements, etc. Autre partie très importante de vos conditions générales, et c'est aussi un sujet sur lequel je constate que parfois, il n'y a pas grand-chose, c'est les parties qui concernent le médiateur à la consommation. Alors, j'espère que vous êtes tous au fait de cette obligation légale. Si vous ne l'étiez pas jusqu'alors, c'est l'occasion ce matin d'apprendre quelque chose. En tant que professionnel, vous devez adhérer, c'est obligatoire, à un médiateur à la consommation. D'accord? Donc, dans votre obligation, c'est d'adhérer, mais aussi de communiquer à vos clients le nom de ce médiateur et ses coordonnées, de manière à ce que la personne, le client, si demain le client rencontre une difficulté avec vous, puisse saisir, contacter ce médiateur pour l'aider à régler le différend qu'il aurait avec vous. D'accord? Donc ça, c'est très important dans vos conditions générales de prévoir justement les informations relatives au médiateur. Autre partie très importante aussi dans vos conditions générales, la partie va concerner les informations sur le droit de rétractation. Alors, il faut savoir que ce droit de rétractation donc en fait, ça veut dire quoi le droit de rétractation? Ça donne le droit à votre client de se rétracter pendant 14 jours à compter du moment où il est engagé. Et donc, il ne s'applique pas dans tous les cas, ce droit de rétractation. Il va s'appliquer dans certains cas lorsque le contrat est conclu à distance. Donc, par exemple, quand vous ne rencontrez pas physiquement votre client, en fait, et que tout se passe, par exemple, en visio. Je sais que vous êtes un certain nombre de plus en plus à développer ce type de pratique. Et ça peut aussi concerner le droit de rétractation, les praticiens qui vont se déplacer chez leurs clients. Et lorsque le contrat donc, est conclu au domicile des clients, donc hors établissement, le droit de rétractation s'applique. Donc là, dans ce cas-là, il faut respecter ce droit de rétractation. Mais je dirais que le Code de la consommation va au-delà, puisqu'en fait, il vous impose de rappeler à votre client qu'il a ce droit de rétractation. Il faut lui expliquer à partir de quand commence son droit, comment est-ce qu'il peut l'exercer,
Il y a des cas où ce droit ne peut pas s'appliquer, donc il faut lui préciser également. Et il va falloir lui remettre un petit formulaire de rétractation. Donc, vous voyez, ça peut être utile dans vos conditions générales de prévoir toute une partie d'informations relatives à cette obligation légale si vous faites, par exemple, de la consultation à distance ou de la consultation à domicile. Ou si vous envisagez d'en faire, autant prévoir cette clause dans les conditions générales. Comme ça, au moins, elle y est. C'est toujours bien de le prévoir au cas où. Donc ça, c'était les 5 grandes parties et 5 parties indispensables de vos conditions générales. Je voudrais vous parler de 2 autres. Alors, il y en aurait d'autres, mais je suis allée à l'essentiel. Il y a 2 autres clauses de vos conditions générales qui pourraient être aussi intéressantes de prévoir. C'est la clause sur la responsabilité et une clause sur la durée d'engagement. Alors, la responsabilité, voilà, l'idée, c'est de pouvoir se dire que si demain, il y a un souci, il y a une action en responsabilité d'un client, ça arrive de manière très rare, mais voilà, on ne peut pas l'exclure, on ne peut pas empêcher un client d'agir en responsabilité à votre égard. Donc, ça peut être intéressant dans le contrat, dans les conditions générales, de prévoir un article spécifique sur les conditions d'engagement de votre responsabilité. Alors, il faut quand même savoir que la loi encadre très précisément cette responsabilité. Vous ne pouvez pas dégager votre responsabilité comme ça. Donc, il va falloir faire attention à la manière dont vous la rédigez, cette clause, de manière à ce qu'elle ne soit pas considérée comme une clause abusive. D'accord ? Donc, vous ne pourrez pas écrire que vous n'êtes pas responsable. Mais on peut quand même essayer de réfléchir à délimiter, à bien définir le périmètre de ce sur quoi vous vous engagez. Et donc, c'est en lien aussi avec ce que vous faites comme activité. D'accord ? Donc, c'est pour ça que cette clause-là, souvent, elle est le reflet de ce que vous aurez écrit avant dans vos conditions générales, notamment sur la nature de vos activités, la nature de vos prestations. C'est là où vous allez dire, bah voilà, voilà ce que je fais et voilà ce que je ne fais pas. Et donc, ma responsabilité va pouvoir être engagée sur ce que je fais et pas sur ce que je ne fais pas. Donc, voilà, ça peut être intéressant, je crois, dans ces conditions générales, de prévoir une clause sur cette partie-là. Et puis, autre partie que moi, je conseille aux praticiens de prévoir, ça concerne les praticiens qui proposent notamment des offres de plusieurs séances, des packs de, je ne sais pas, 5-6 séances, proposent du coup une solution d'accompagnement sur plusieurs mois, par exemple. Et donc, parfois, en fait, le client, il va être engagé sur un certain nombre de séances et sur une durée ferme. Et donc, ça, il faut le prévoir dans le contrat. Il faut prévoir si, du coup, si je m'engage sur 6 séances qui durent, par exemple, 6 mois, il faut quand même le préciser dans le contrat. Est-ce que le client peut changer d'avis au bout de 3 mois ? Et s'il change d'avis, qu'est-ce qui se passe sur les séances qui n'ont pas été faites ou celles qui ont été faites, celles qui auraient été payées d'avance, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de préciser dans vos conditions générales comment ça se passe par rapport à cette offre d'accompagnement sur plusieurs mois. Donc, vous voyez, dans ces conditions générales, il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Si vous avez des questions sur cette partie-là et puis sur la suite du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on reviendra dessus en fin de webinaire. Donc là, on a vu les conditions générales. Vous avez un peu mieux compris à quoi sert ce document et ce qu'il doit comporter comme clause indispensable et importante. On va aller voir le deuxième document, la politique de protection des données personnelles. Alors, ce document-là, contrairement à l'autre document, est un document qui vise une autre réglementation, qui n'est pas le code de la consommation, qui vise la réglementation sur la protection des données personnelles. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes praticien professionnel et que vous collectez des données personnelles de vos clients, leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur situation, leur hygiène alimentaire, leur situation familiale, enfin bref, je sais que par expérience, vous collectez bon nombre de données personnelles de vos clients, eh bien, vous devez respecter cette fameuse réglementation sur les données personnelles et notamment le RGPD dont on a parlé un petit peu en début de webinaire. Ce n'est pas le seul texte qu'il faut respecter. Il y a aussi une loi, la LIL, la loi informatique et liberté en France. Il y a d'autres textes sur la protection des données personnelles, mais on va dire le principal que vous devez retenir, c'est cette réglementation européenne, le RGPD. Donc,
Alors, cette réglementation, on l'a dit tout à l'heure, en fait, elle est assez lourde. Elle prévoit pas mal bon nombre d'obligations. On pourrait faire plein de webinaires, hein, Élodie, sur la réglementation RGPD, les nombreuses obligations qu'on doit prévoir. Là, ce matin, l'idée, c'est de faire un focus sur une, voire deux de ces obligations qui sont prévues par le RGPD, qui sont très importantes à l'égard de vos clients. La première obligation, c'est celle d'informer, l'obligation d'information sur les données personnelles, on va la voir dans un instant, et aussi l'obligation de consentement des personnes lorsque vous collectez des données de santé à leur sujet. Donc ça, c'est deux obligations très importantes. Mais avant d'aller voir le consentement sur les données de santé, on va voir l'obligation d'information. Et donc, comment on informe vos clients, comment vous informez vos clients de ce que vous faites de leurs données personnelles? Eh bien, par ce document qu'on va appeler la politique de protection des données personnelles. Alors, ce document, il peut s'appeler politique de confidentialité. Il peut aussi s'appeler en anglais policy privacy policy, vous avez en anglais. Donc, en général, toutes les entreprises ont ce type de document. Ces documents, vous voyez assez facilement sur les sites Internet. Donc, c'est un des documents qui vise à informer les personnes de ce que l'entreprise fait des données personnelles. Donc, dans ce document, même logique que pour les conditions générales, il va falloir prévoir des clauses bien précises. Et ces clauses, en fait, elles vont être le reflet des obligations légales qui sont prévues dans le RGPD. Hein, le RGPD liste les informations obligatoires qu'il faut donner à vos clients, enfin aux personnes concernées plus largement, sur les données personnelles. Donc, il faut, dans votre document, dans votre politique, prévoir les 8 informations, enfin les 8, je les ai résumées comme ça, mais on va dire l'essentiel des informations légales obligatoires, c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, votre identité, vos coordonnées, ce que vous faites des données, d'accord? Pourquoi vous collectez des données personnelles de vos clients? Pour gérer vos rendez-vous, pour les suivre correctement dans le cadre des consultations, ou des suivis naturopathiques, par exemple. Pour, je ne sais pas, leur envoyer peut-être votre newsletter si vous souhaitez faire un petit peu d'animation commerciale. Donc, il y a différentes finalités finalement de traitement qui peuvent être prévues selon ce que vous souhaitez faire des données. Donc là, il faut, dans ce document-là, que vous puissiez les lister, ces finalités. Les finalités, donc, c'est les objectifs que vous poursuivez quand vous collectez des données personnelles. Ensuite, il va falloir que vous informiez vos clients si des personnes tiers, autres que vous, ont accès aux données. D'accord? Par exemple, c'est votre secrétaire, un logiciel en ligne, l'hébergeur de votre site. Donc, l'idée, c'est que la personne soit au courant s'il y a d'autres personnes que vous qui peuvent avoir accès aux données. Évidemment, il y a aussi une information, et puis au-delà de l'information, il y a des règles très, très, très contraignantes et très précises à respecter sur le transfert de données dehors de l'Union européenne, puisque le principe, c'est que les données de vos clients ou les données des personnes doivent rester dans l'Europe, d'accord? Et à partir du moment où les données sont transmises à des tiers qui sont situés en dehors de l'Union européenne, eh bien, ça peut poser problème, notamment lorsque ces transferts se font dans des pays qui n'ont pas des législations aussi protectrices que le RGPD, comme par exemple les États-Unis. Donc, il va falloir faire très attention et vérifier si les données que vous collectez par rapport à vos clients, elles restent bien en France ou en Europe et qu'elles ne peuvent pas potentiellement partir vers des pays étrangers. Ça, ce n'est pas un sujet simple. On pourrait croire que non, finalement, ça va rester, les données que vous collectez restent en Europe ou en France, mais finalement, quand on regarde les outils qui sont de plus en plus utilisés par les praticiens, des logiciels en ligne, des plateformes en ligne, etc., on peut se rendre compte qu'assez facilement, des données peuvent fuiter en dehors de l'Union européenne. Donc, il faut faire très attention à ce sujet parce que vous êtes quand même responsable de ça. Il va falloir aussi, dans ce document-là, préciser combien de temps vous conservez les données, puisque vous ne pouvez pas les conserver un temps illimité. Donc, il va falloir fixer une durée maximum de conservation des données et puis dire que à la fin de la durée de conservation, vous allez supprimer les données collectées. Il va falloir aussi dans ce document rappeler à vos clients les droits qu'ils ont concernant leurs données personnelles, c'est-à-dire qu'ils ont un droit d'accès,
de rectification, d'effacement, d'opposition, de droit de faire une réclamation à la CNIL s'ils ne sont pas contents. Et donc, il faut leur rappeler qu'ils ont ces droits. Donc, vous voyez, dans ce document, du coup, c'est important de prévoir plusieurs parties pour informer vos clients de toutes ces obligations bien précises au niveau RGPD. Voilà ce que je voulais vous dire sur les obligations d'information. Et je vous en ai parlé juste avant, sur les données de santé, puisqu'en fait, vous allez être amené à collecter souvent des données sur l'identité des personnes, sur leur situation leur situation familiale, sur peut-être leur situation professionnelle, etc. Mais parfois, vous collectez des données de santé. Et donc, si vous collectez des données de santé de vos clients, eh bien, vous aurez une obligation supplémentaire, c'est celle de demander un accord express et préalable sur cette fameuse collecte de données de santé. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je collecte des données de santé vous concernant? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas professionnel de santé et donc vous n'avez pas d'autre choix que de demander, d'informer et de demander l'accord des personnes sur cette collecte de données de santé. Alors, je devance certaines questions parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est souvent posé. La collecte de données, elle peut être numérique, via un ordinateur, donc informatique, mais ça peut être une donnée manuscrite. Si vous prenez des notes de ce que vous racontent vos clients lors de rendez-vous, c'est aussi des collectes de traitement des traitements de données personnelles qui sont soumis au RGPD. Donc, ce que je viens de vous dire est aussi valable pour les personnes qui ne font pas de traitement informatique. OK ? Alors, comment, une fois qu'on a compris qu'on avait ces deux documents légaux hyper importants, qu'il fallait les construire, d'accord, qu'on a compris ce qu'il y avait dedans, comment on les construit, ces documents-là? Alors, il y a deux solutions. Alors, évidemment, vous pouvez tout à fait, maintenant que je vous ai donné un petit peu des pistes, et puis grâce aux vidéos aussi, vous pouvez les rédiger vous-même. Vous savez un peu la structure de vos documents, vous savez ce qu'ils doivent comporter, d'accord? Donc, vous pouvez tout à fait les rédiger vous-même en vous basant sur mes ressources. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, pour ceux qui ne se sentent pas capables, qui sont un peu stressés de se dire, oh là là, j'ai peur de manquer un truc, vous pouvez évidemment opter pour une rédaction des documents par un professionnel du droit. Si ça vous rassure, évidemment, c'est la solution qui sera, dans ce cas-là, la plus adaptée. D'accord? Mais ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai envie de dire que le principal, c'est que vous ayez ces documents. D'accord? Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas, n'ont pas envie de se lancer dans la rédaction eux-mêmes, moi, je propose une solution clé en main pour les praticiens. Certains la connaissent déjà, mais donc j'en parle un petit peu rapidement. C'est le pack client du praticien. Donc moi, c'est un pack que j'ai conçu pour les praticiens de santé naturelle. Donc ça vise ceux qui m'écoutent aujourd'hui, les naturopathes, les kinésiologues, toutes ces professionnels du bien-être qui ne sont pas officiellement aujourd'hui, qui n'exercent pas des activités officiellement reconnues, peuvent prendre en tout cas, ce pack leur est destiné et est adapté. Dans ce pack, j'ai conçu deux documents, donc les conditions générales du praticien et une politique de protection des données personnelles qui donc seront adaptés à leurs activités de praticien de santé naturelle. Donc, ce pack vous permet du coup d'acquérir des documents de conformité qui sont donc 100% avocats. Donc, ça, c'est un gage de sécurité supplémentaire pour ceux qui ne se sentent pas de rédiger eux-mêmes, qui ont un doute sur leur qualité, leur aptitude à rédiger correctement des documents, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de rédiger, notamment sur des clauses de responsabilité ou de clauses de droit de rétractation. Donc, l'avantage d'avoir ces documents-là, qu'ils soient rédigés par un avocat ou pas, c'est que si demain vous avez un contrôle de la CNIL ou d'une autre autorité, vous pourrez démontrer que vous avez respecté bon nombre de vos obligations légales, notamment d'information. Donc, ça qui est important. Alors, pour ceux qui veulent obtenir le pack, comment fonctionne ma solution? Elle est assez simple. En fait, vous la commandez en ligne et ensuite, vous êtes dirigé, c'est-à-dire que je vous demande de répondre à deux questionnaires en ligne, un questionnaire pour les conditions générales et un questionnaire pour la politique de protection des données personnelles. Donc, vous allez répondre en fait
par rapport à vos pratiques à vous. Est-ce que vous faites de la visio-consultation ou est-ce que vous allez au domicile de vos clients? Quel type de données personnelles vous collectez? Et en fonction des réponses que vous apportez au questionnaire, et bien ensuite, vous allez pouvoir télécharger des documents qui seront adaptés, personnalisés au niveau juridique aux réponses que vous aurez apportées. Et puis après, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour aller plus loin sur votre conformité, que je puisse répondre à vos questions, vérifier que vos documents sont OK, ça, c'est tout à fait possible. Il y a une option qui est prévue pour ça et qui me permet de prendre rendez-vous avec vous et de prendre le temps justement de faire le point sur votre situation particulière. Et je sais que c'est vrai que cette option Acte Sécure, elle est quand même assez souvent utile pour les praticiens. Donc voilà, ça montre le logiciel et les documents que vous téléchargez à la fin. Alors, je vous ai fait une promo exceptionnelle jusqu'à la fin du mois, parce que je sais que bon nombre d'entre vous, les finances, c'est un sujet. Hein, quand on est praticien, on ne roule pas sur l'or. Donc, je sais que c'est un sujet important pour vous. Donc, je vous ai fait une promo. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent en profiter, jusqu'à la fin du mois, avec le code promo, si tu veux bien, Élodie, le mettre dans le chat. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Alors, une fois qu'on a parlé des documents juridiques, conditions générales, politique de protection des données personnelles, soit la solution de l'IS, soit c'est vous qui l'avez faite, vous avez vos documents, génial, mais après, une fois que vous les avez, ce qui est super important, c'est de les communiquer à vos clients. Parce que s'ils restent dans votre tiroir, dans votre armoire, bah, ça ne le fait pas. D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment de les communiquer, de les mettre à disposition de vos clients. Donc là, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de voir les choses selon comment vous êtes organisé. Si vous êtes organisé de manière un peu traditionnelle, c'est-à-dire que vous ne recevez du public que dans vos locaux, vous êtes très peu adepte du web, ce qui peut arriver, pas de problème. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre les documents dans votre salle d'attente à disposition. Vous les imprimez de manière à ce que vos clients puissent les consulter, les lire. Et alors, moi, ce que je conseille pour cela, pour les personnes qui sont les praticiens qui pratiquent comme ça, c'est en début de séance, leur proposer de remplir un petit formulaire papier où là, en fait, ils vont simplement reconnaître qu'ils ont pris connaissance des documents. Et puis, ça permet de recueillir le consentement sur la collecte de données de santé. Donc, vous voyez, demande de consentement particulier. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour que je traite vos données de santé? Oui, non. Donc, ça permet justement de prouver que la personne vous a donné son accord sur la collecte de données de santé. Donc voilà, ça peut être une manière assez simple finalement de sécuriser tout en sécurisant aussi le client et pas polluer non plus la relation au premier rendez-vous. Après, je vous ai mis aussi un modèle de mail parce que je connais des praticiens qui envoient en fait finalement avant le rendez-vous, qui envoient par mail leurs conditions générales et leurs politiques. Et puis comme ça, pour information, le client a les documents. Et puis, il y en a certains qui vont jusqu'à demander le retour signé des documents. Donc, après, chacun fait un peu comme il veut, mais l'objectif premier, c'est que vous ayez communiqué ou mis à disposition les documents pour vos clients, pour qu'ils en aient eu connaissance. Ça, c'est, on va dire, l'obligation numéro 1. Et puis, c'est pour ça que j'ai aussi demandé à Élodie de me rejoindre ce matin, parce que sur son logiciel Jupiter, mais aussi sur sa nouvelle plateforme Mon Produit Bien-être, Élodie, elle est allée plus loin pour justement permettre à ses clients, ceux qui utilisent son logiciel et sa plateforme Mon Produit Bien-être, de communiquer de manière très facile ces documents juridiques et d'aller jusqu'à faire accepter les documents par une simple case à cocher avec un eurodatage sécurisé. Donc, c'est génial, en fait, ce que tu as fait, l'audit, elle est vraiment... Donc, présente-nous peut-être rapidement tes solutions et puis dis-nous un petit peu plus comment ça fonctionne au niveau des documents juridiques. Oui, alors merci. Alors c'est vrai qu'on a cherché vraiment à faire une solution complète pour simplifier la vie des professionnels du bien-être. Donc en fait, on a créé deux solutions, le logiciel Jupiter et la plateforme Mon Produit Bien-être, qui sont des solutions qui sont développées et hébergées en France sur des serveurs sécurisés HDS. Donc c'est de l'hébergement de données de santé. C'est le type de serveur qu'il faut quand vous collectez des données de santé pour être conforme au RGPD. Donc, tu peux passer au slide suivant. On a ici détaillé un petit peu plus comment ça se passe concrètement sur Jupiter pour que votre client ait accès aux deux documents légaux.
et qui puisse donner son consentement. Donc, tout d'abord, vous, sur Jupiter, dans les paramètres, vous allez mettre simplement un bouton sur oui. Il n'y a rien de plus compliqué là-dessus. Et puis, vous allez pouvoir télécharger votre politique de protection des données, les CGV dont Élise vous a parlé jusque-là. Une fois que c'est fait, le client, quand vous allez lui créer son espace personnel, il va pouvoir directement, avec une simple case à cocher, comme on le voit ici, accepter que vous recueillez ces données de santé et vos CGV, vos documents. Voilà, donc c'est une solution qui enlève vraiment un frein parce que il n'y a pas besoin de signer, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de voilà, on a ça un petit peu partout maintenant, hein. Dès qu'on se crée un compte en ligne, on a une petite case pour accepter des documents. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe tout seul auprès des clients et ça évite voilà que le client se dise qu'est-ce que c'est que tout ça. Voilà. Donc après, on a aussi sur mon produit bien-être, du coup, bien sûr, le fait d'afficher tout ce dont Élise a parlé aujourd'hui, le médiateur, vos deux documents, donc les CGV, la politique de confidentialité, ce qui fait qu'un client qui va aller sur votre fiche praticien, il va pouvoir directement voir tous les documents et être au courant de comment vous fonctionnez, hein, tout simplement. Voilà, Ouais. donc on a tourné déjà avec Élise aussi une vidéo spécifique pour ça. Si vous souhaitez aller voir notre chaîne YouTube de la boîte Naturo, vous la retrouverez. Après, ici, je vous ai noté simplement les avantages autres de Jupiter et de mon produit bien-être, puisque là, aujourd'hui, hein, c'est le sujet du jour. On est axé réglementation RGPD, médiation, toutes les réglementations de manière générale que vous devez respecter. Jupiter, par exemple, il vous permet aussi de gérer votre suivi client, de leur créer un espace personnel, de gagner du temps dans la rédaction de vos conseils, de gérer la facturation, que ce soit avec ou sans TVA. Et puis, bien sûr, c'est un logiciel qui est personnalisable à votre pratique et accessible sur tout support. De l'autre côté, vous avez mon produit bien-être qui permet un référencement naturel et une visibilité en ligne grâce à une fiche praticien que vous pouvez vraiment bien compléter. Vous pouvez recueillir des avis de vos clients, proposer la prise de rendez-vous en ligne, gérer votre agenda dessus. Vous avez bien sûr le rappel automatique des rendez-vous, on va dire un grand classique d'une plateforme de prise de rendez-vous. Et puis, bien sûr, nos deux solutions, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met dessus. Elles permettent vraiment de protéger les données de vos clients conformément au RGPD. Oui. Voilà, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, que ce soit sur l'un ou l'autre des produits, on vous met dans le chat les liens pour, par exemple, aller voir les vidéos de démonstration gratuites sur Jupiter pour voir ce qu'il propose et à quoi il ressemble. Et puis aussi sur mon produit bien-être. Ouais, c'est vrai que tu as deux solutions qui sont maintenant bien complémentaires. Tu as le logiciel Jupiter, un logiciel de gestion, où le client a une interface où il peut justement communiquer avec son praticien. Et puis, tu as maintenant la plateforme où chaque praticien peut avoir son profil comme un mini-site, une page de référencement où le client peut aller le contacter et prendre rendez-vous. Donc là, c'est Ça. vrai que c'est top. Et tout est hébergé sur des serveurs certifiés données de santé. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant au niveau réglementaire. Ouais. C'est vrai que mon produit bien-être est né des demandes de praticiens qui utilisaient déjà Jupiter, qui voilà, avaient l'habitude d'être bien à l'aise, bien conforme avec toutes ces réglementations et qui m'ont dit, oulala, comment je fais maintenant si je veux proposer la prise de rendez-vous en ligne, etc. Potentiellement, les clients peuvent mettre des données sensibles et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé mon produit bien-être. Alors, je vois Christelle dans le chat qui demande si les serveurs sont en France. Oui, bien sûr, ils sont en France. Oui, oui, que ce soit pour Jupiter ou mon produit bien-être. Donc actuellement, on propose un pack avec une offre promotionnelle. Donc vous pouvez avoir le logiciel de gestion tout en un Jupiter et la plateforme de prise de rendez-vous en ligne Mon Produit Bien-être pour 38 € par mois au lieu de 48. Donc ça, c'est valable jusqu'au 30 juin. Je vous mets le chat aussi pour l'inscription. Je vous mets le lien dans le chat. Bon, génial. Et c'est vrai que c'est comme toi, tu vois, le pack client dont j'ai parlé tout à l'heure, il est né de ma pratique. En fait, j'ai tellement été sollicitée par des praticiens que je me suis dit, je ne vais pas leur rédiger à chaque fois des documents sur mesure. Il y a une telle demande que, du coup, ça m'a donné l'idée de concevoir quelque chose
sous forme de pack, de modéliser des documents pour qu'ils soient plus accessibles aussi financièrement pour les praticiens, mais tout en ayant une qualité rédactionnelle d'avocat, parce que c'est quand même important d'avoir des documents qui soient complets, qui soient exacts, et voilà, qui permettent aux praticiens de mieux se sécuriser. Écoute, je trouve qu'on a été super efficace parce qu'on est, je crois, en avance et on a du temps pour les questions. Génial. Donc, on va pouvoir vous lire et puis répondre à un maximum de questions. Donc, ça, c'est génial. Je suis ravie. C'est vrai qu'on était au taquet hein, aujourd'hui, on était en forme là. Alors, on va essayer de les prendre. Est-ce que tu t'en as repéré peut-être certaines qui se regroupent et auxquelles on peut répondre? Oui, On peut faire je les ai un peu suivies, j'en ai suivi quelques-unes, oui. Il y en a quelques-unes où je me suis permis de répondre aussi quand c'est des questions qu'on me pose tout le temps. Donc, du coup, Ouais. voilà, je me suis permis d'y répondre directement dans le chat. Après, il y a des petites spécificités que je te laisse répondre. Par exemple, on a une question sur quand on exerce à domicile, est-ce qu'il y a une réglementation particulière par rapport au PMR, à l'accès PMR? C'est une bonne question. Alors là, honnêtement, on me pose une colle. Alors peut-être que dans ce cas-là, qui est la personne, est-ce que tu as le prénom de la personne? Attends, je suis en train de la rechercher. Dans ce cas-là, je veux bien. Émilie, Ouais, Émilie, ce que c'était je vous Émilie. invite à faire, c'est m'envoyer un petit mail. Je vais vous mettre mon mail. Alors, toutes les personnes qui ont envie de me contacter, évidemment, pourquoi je ne peux pas mettre mon mail dans le chat? Ah, bah, ça y est, je peux le mettre. Les personnes qui veulent me contacter, me posent des questions, je réponds à tout le monde. Hein, donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de mes lumières sur votre situation particulière, envoyez-moi un mail. Et Émilie, ce que je vous invite, c'est à m'envoyer un mail pour que je puisse faire une recherche spécifique et vous répondre sur cette partie-là. Première fois que je l'ai. Il y avait Gwendoline aussi qui posait un petit peu le même style de questions. Son cabinet est à l'étage. Est-ce qu'elle doit prévoir quelque chose de spécial? Donc, Ok, voilà. oui, après, il y a les normes pour pour l'accès du public. Hein. Donc, effectivement, les logos doivent être conformes sur les règles et les normes d'accès des particuliers dans les locaux. Mais sur cette partie-là, j'ai pas plus de compétences que ça. Donc, après, je veux bien faire la recherche et répondre à ces questions-là. Si en plus, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur ces Oui. sujets-là, pas de problème pour moi. Est-ce que tu vois d'autres questions? Alors, oui, il y a Géraldine qui demande si le certificat peut être reconnu par un syndicat. Alors, oui, tout à fait. Un certificat peut être reconnu par un syndicat, mais un syndicat, ça n'est pas une instance officielle, en tout cas étatique, d'accord? Donc, ça a une reconnaissance tout à fait relative. C'est comme si moi, je vous délivre un certificat, puis je vous dis, OK, je reconnais votre certificat. Ben, ce sera la valeur de celle que je vous donne. Donc, il faut bien différencier la reconnaissance par une entité privée, ou en tout cas qui n'est pas une entité étatique, publique, d'une reconnaissance qui est faite par une instance administrative, d'accord? Et donc, il n'y a que dans ce deuxième cas, finalement, que la reconnaissance a une valeur au plan légal. Hein. Donc, je vois souvent, alors ça, je vais pousser un petit coup de gueule parce que c'est vrai que je vois assez régulièrement sur notamment Facebook des écoles de formation qui, dans leur manière de vendre leur formation, vont carrément vous mettre formation certifiante en naturopathie, formation certifiante en iridologie, etc. C'est faux, d'accord? Il n'y a pas de formation certifiante officiellement aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, ne vous faites pas induire en erreur quand vous êtes à la recherche d'un cursus de formation. Ce genre d'allégations sont fausses, d'accord? Donc, vous aurez... Alors, évidemment, ce qui est important, c'est de choisir une école de qualité, d'accord? Donc, effectivement, les écoles qui sont référencées par un syndicat, c'est intéressant d'aller sonner à leur porte pour vérifier pour aller voir un petit peu leur cursus de formation. Donc, évidemment, formez-vous dans des écoles qui ont une bonne réputation. Formez-vous vraiment pour être expert dans votre domaine. Mais même si l'école est de très bonne réputation et qu'elle est validée par un syndicat, vous ne pourrez pas dire que vous avez une certification officielle, d'accord?
vous aurez un tampon d'une école privée, mais qui a la valeur que l'école lui donne. Donc, il faudra bien marquer dans vos conditions générales, dans votre page mention légale de votre site ou sur vos supports de communication, il faut bien, dans la manière de présenter les choses, préciser que votre certificat ne vaut pas certification professionnelle. Alors, je fais quand même une petite parenthèse pour les réflexologues parce qu'eux, ils ont une certification RNCP qui existe aujourd'hui. Donc, ceux-là, évidemment, s'ils ont leur certification RNCP, ils peuvent évidemment l'écrire, au contraire. Mais voilà, c'est l'exception, quoi. Est-ce que sur cette partie-là, j'ai un peu débordé, mais c'est vrai que c'est des sujets Intéressant. qui sont tellement importants et à chaque fois, enfin, la plupart du temps, quand j'échange avec un praticien, c'est ces sujets-là qui vont pas. D'accord? Donc, Ouais. voilà. C'est vrai que les centres de formation, c'est pas évident parce que moi, je les vois passer aussi via mon produit bien-être. On a beaucoup de certificats où il y a écrit diplôme de naturopathie. Enfin, même sur ce que remet l'école, c'est écrit. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est pas évident ton praticien d'y voir clair là-dedans. Je réponds je vois à Géraldine qui dit, vous avez dit en début de webinaire que nous pouvions dire certifié et non diplômé. Je ne comprends plus. Oui. Alors, en fait, vous pouvez dire, j'ai un certificat école. D'accord? Mais vous ne pouvez pas dire certifié tout court, comme ça. Parce que si vous écrivez certifié, moi, je mets à la place d'un internaute ou d'un consommateur qui ne connaît pas tout ça. Il pourrait être induit en erreur, d'accord, sur le fait que vous avez une certification professionnelle reconnue. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dire je suis certifié tout seul. Il faut dire, si vous dites ça, il faut dire que vous avez il faut aller plus loin dans l'information en disant c'est un certificat école, voilà, qui n'a pas la valeur d'une certification professionnelle. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, effectivement, il y a les certifications RNCP. Oui, celles-ci, elles sont officielles. Donc, si vous avez une certification RNCP, évidemment, là-dessus, je vous encourage d'ailleurs à aller les consulter. Hein. Vous allez sur le site France Compétences et là, vous avez la liste des certifications professionnelles reconnues. Et donc, voilà, si vous en avez une, tant mieux. Et vous pouvez la mentionner. Mais la plupart de ceux qui m'écoutent ce matin, vous ne pourrez pas revendiquer une certification professionnelle ou un diplôme d'État. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme je peux dire certifié? Oui, certificat école, certifié par l'école en mettant le nom de l'école. Mais précisez bien derrière, ne vaut pas certification professionnelle. D'accord? Toujours faire preuve de transparence. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fraction, la pratique commerciale trompeuse. Hein, et je vous ai dit, la pratique commerciale trompeuse, alors c'est beaucoup de choses, mais c'est l'information qui peut induire en erreur aussi le lecteur. Donc, c'est là où souvent les autorités, elles vont aller regarder la manière dont les allégations, en fait, la manière dont vous présentez vos compétences, vos formations, vos activités. Et c'est souvent là-dessus, en fait, que vous êtes souvent faiblard, si j'ose dire. Et c'est là-dessus que souvent la DGCCRF va venir vous taquiner, d'accord? Vous cherchez des noises, si j'ose dire. Donc, voilà, soyez très vigilants aux termes et la manière dont vous décrivez vos formations. D'ailleurs, toujours en parlant des termes, il y a Myriam qui demande si le terme soin énergétique, ça peut passer. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, dans soins énergétiques, tu dis? Oui, c'est ce qu'elle a noté. Bah, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a le terme de soin. Mais c'est typiquement le genre d'échange que je peux avoir où il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas, comme vos activités ne sont pas aujourd'hui reconnues, il n'y a pas de cadre qui vient dire ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas dire, etc. Donc, on est sur un flou, un contexte d'insécurité juridique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on est, on est dans un flou, ce qui fait que du coup, c'est piégeux. Vous ne savez pas vraiment quels sont les termes qui vous mettent en difficulté ou pas. Donc, tout ce qui est en général associé au médical, comme terme, je préfère éviter, ou en tout cas, ne passez pas, vous pouvez peut-être prendre un terme, mais c'est le contexte global, c'est-à-dire que si vous mettez un terme et que derrière, ensuite, vous précisez ce que veut dire ce terme dans votre pratique, ok, si c'est clair, d'accord? Mais voilà, soins énergétiques,
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait… Voilà, pratique énergétique, moi je préfère en effet. Thérapeute, ben non, moi je préfère thérapeute, thérapie, pour moi c'est du soin. Donc, tous ces Praticien. termes-là, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas de ne pas les utiliser. Patient, vous n'utilisez pas patient, vous utilisez client. Alors, je sais que ça fait bondir certains, mais dans le monde du droit français actuel, malheureusement, on peut dire, moi, j'utilise le terme praticien. Séance énergétique, oui. Praticien en naturopathie, oui. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Consultant, oui. Ça peut consultant. Vous pouvez faire du conseil. Non, non, non. Alors, consultation, c'est vrai que j'ai vu passer certains articles qui me disaient, ouais, pourquoi consultation ben, moi, je suis avocat, je fais des consultations aussi. Hein, donc, bon. Moi, consultation, ça ne me pose pas tant de difficultés que ça. Conseillère en nutrition, alors là, il faut faire attention parce qu'il y a je crois il y a un diplôme de nutritionniste, hein, donc il faut faire attention à ce que, ouais, il faut faire attention sur la nutrition, à la manière dont vous présentez vos activités. Santé naturelle, alors c'est vrai que le terme de santé naturelle, souvent quand j'utilise ce terme, on me dit mais non, mais santé naturelle, ça en gêne certains. Vous avez raison, c'est pas le bon terme. Si on veut vraiment raisonner juridiquement, la DGCCRF vous qualifie de pratique de médecine non conventionnelle. Donc, voilà, c'est le terme officiel, en tout cas la catégorie dans laquelle elle vous regroupe. Donc, si on veut être exact, ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait présenter les choses. Massage énergétique, oui, ça peut être massage à des fins de bien-être. Massage énergétique, oui. Thérapie holistique, ben moi, j'ai thérapie. Donc, thérapie, non, ça passe pas pour moi. Ah, on pourrait y passer 2 heures là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions enfin, d'autres types de questions auxquelles on peut répondre? Parce que je vois l'heure passer. Il y a Geneviève qui posait une question sur le médiateur. Pour revenir sur le Ouais. médiateur, elle voulait savoir si en association, c'était aussi concerné, s'il fallait aussi un médiateur. Je crois pas. Il y a des exceptions en fait. Alors là, j'ai en tête la page du site du gouvernement officiel, enfin une page que je peux communiquer à la personne si elle m'envoie un message par mail. Donc officiellement, le professionnel qui s'adresse à des consommateurs pour lui vendre des produits et des services doit désigner un médiateur à la consommation, mais il y a certaines exceptions et je crois que les associations, elles ne sont pas concernées par cette obligation. Je ne crois pas. J'ai vu passer une question sur le pack client et le code promo que je vous ai communiqué. Alors oui, pour ceux qui connaissent mes autres solutions, parce que j'en ai pas parlé, ce n'était pas l'objet de ce matin, mais le pack, le code promo de 50% qui est valable jusqu'à la fin du mois, vous pouvez l'utiliser sur tous les packs que je propose, le pack du site internet, le pack de conformité du site internet notamment. Donc voilà, j'en ai pas parlé, mais oui, ça marche. Ça fonctionne aussi pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Puis après, on va devoir mettre un terme au webinaire parce que c'est bien 11 heures. C'est passé vite. Oui. Alors, Il y a quels sont Karine les qui demande médiateurs? encore si l'assurance professionnelle peut remplacer le fameux médiateur. Non, c'est 2 choses différentes. Et alors, les médiateurs, vous avez une liste officielle aussi, si vous la voulez, vous m'envoyez un mail et je vous la communiquerai. Mais sachez que dans le domaine du bien-être, je remets mon mail, il y a le CNPM, en fait, quand même, que je revois passer assez régulièrement, qui est, je crois d'ailleurs qu'ils ont un partenariat avec le SPN. Oui, Euh, c'est ce que j'ai noté dans le chat, effectivement. donc, Ils ont un partenariat avec le SPN et du coup, ça permet d'avoir un tarif un tarif préférentiel préférentiel, ouais. auprès du CNPN. Aura-t-on un mail récap avec les codes promo et le replay? Alors, mail récap, oui. Code promo, bah, si tu veux bien remettre le code promo, je te remercie d'avance. Le replay, je vais l'envoyer à toutes les personnes inscrites. Donc, vous pourrez regarder tranquillement le replay. Quoi d'autre? Que dire d'autre? Peut-on mettre nos CGV sur notre page Facebook? Vous pouvez, mais en fait, il faut que vos CGV, elles sont destinées à vos clients. Donc, l'objectif, c'est que ce soit vos clients qui les réceptionnent ou qui puissent les lire avant le rendez-vous. Donc, la question, c'est est-ce que votre page Facebook est le bon endroit pour communiquer ces documents à vos clients avant le rendez-vous?
Peut-être que vous ne fonctionnez que par votre page Facebook et dans ce cas-là, c'est peut-être la réponse sera oui. Mais sinon, du coup, c'est peut-être pas le bon endroit. Tarif du logiciel Mon Pro du bien-être. Ah, il va falloir que tu remettes les infos. Je remets aussi, ça marche. Bon, j'espère que, c'est vrai qu'on s'est dit beaucoup de choses en une heure, on ne peut pas tout se dire évidemment. Donc j'espère on vous a apporté des réponses, que le webinaire vous aura plu, hein, qu'il aura été instructif. N'hésitez pas à nous dire si voilà, vous restez sur votre faim, s'il y a des choses, des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Merci, merci. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et puis bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Merci beaucoup, c'était super. Bon, bah, tant mieux si ça vous a plu. Merci à vous d'être aussi nombreux parce que c'est vrai que vous avez été très, très, très actifs ce matin, notamment dans le Oui, chat, donc c'est top. Et puis, bah, écoutez, au plaisir de rééchanger avec vous en dehors du webinaire. On peut rester en contact, soit avec moi, soit avec Elodie. N'hésitez surtout pas, en tout cas. merci Élise. À très bientôt, alors. À bientôt à tout le À monde. bientôt.